Bonjour à tous, me revoilà. À bord de l'Alice, et toujours, vous allez le voir, en compagnie de l'équipage et des scientifiques de la mission Pristine. Une campagne de 24 jours dont l'objectif est de recenser les espèces du lagon. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir le travail de deux scientifiques spécialisés dans le monde sous-marin. Entre terre et mer et la mission Pristine, c'est tout de suite sur NCTV. Parce qu'il aime la mer, les fonds marins et sa faune, Laurent Vigliola a très tôt décidé de devenir chercheur. Son métier et la discipline qu'il a choisie exigent santé et rigueur. Mais vous allez le voir et l'écouter, il lui procure un certain plaisir, voire même un grand bonheur. Rencontre avec un mordu des poissons. Donc je suis préoccupé par les impacts des activités humaines sur l'environnement. Déjà, c'est un petit peu mon histoire de vie. Je proviens d'une famille de pêcheurs. C'était des Italiens qui étaient allés pêcher en France à l'époque. Et pour la petite histoire, mon grand-père a dû arrêter la pêche en Méditerranée parce qu'il n'y avait plus de poissons. Donc déjà très jeune, j'étais à la fois sensibilisé à la mer, puisque je proviens d'une famille de pêcheurs, et aussi sensibilisé aux catastrophes économiques que ça représente, des ressources qui se dégradent. Après, c'est une passion, j'aime la mer, j'aime plonger, et la vie m'a amené en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Et je m'attendais à des paradis préservés, c'est les images qu'on nous envoie en métropole, et ce n'est pas le cas. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui dépendent de la mer. Ce que je vois, c'est un environnement qui clairement se dégrade. Et ce que je me dis, c'est qu'il faut bosser, il faut convaincre pour que on accepte un certain dégradement dans le cadre d'un développement durable, mais qu'on n'aille pas jusqu'à ce que les gens ne puissent plus pêcher pour subvenir aux besoins, notamment dans les villages ruraux du Pacifique. Le poisson, les coquillages, c'est l'apport de protéines. Les gens en dépendent et il faut les protéger et pas faire comme en métropole et mon grand-père qui a dû arrêter la pêche. Le projet Pristine, en réalité, il a commencé dans les années 80-90, quand nous, les plongeurs scientifiques, les gens qui ont travaillé avant moi, un peu plus âgés, ont commencé à plonger. Donc depuis les années 80-90, on collecte des informations sur la biodiversité dans les récifs coralliens. Et c'est avec cette base de données historique où on a plusieurs milliers de plongées en Nouvelle-Calédonie, dans l'Indo-Pacifique, et aussi au niveau de la planète, parce que les scientifiques travaillent ensemble. À ce jeu de données global, on rajoute les points extrêmes, qui sont justement ces points isolés sans habitants. Donc Pristine commence en 2012, mais se construit sur des fondations qui ont commencé dans les années 80. On va y faire de la science. Donc on va mesurer la biodiversité, regarder le nombre d'espèces, le nombre de fonctions, regarder l'état du corail, regarder la qualité de l'habitat. Et ce recensement, cette étude qu'on fait aujourd'hui, d'autres, après nous, la feront également. Et comme ça, dans le temps aussi, on pourra suivre l'état de ces récifs au cours du temps. Donc on va se servir d'affaires de plongée avec l'ardoise, crayon et papier sous-marin. Ça, c'est pour suivre le poisson et l'habitat. On se sert également de stéréocaméra à pâté. On va pouvoir mesurer les poissons. Et la taille, c'est très important parce que c'est lié à la maturité sexuelle de l'animal, c'est lié à sa croissance, c'est lié à l'impact aussi. Plus il est grand, plus il est vieux et donc plus potentiellement il a subi d'impact par la pêche par exemple. Donc voir des gros poissons, c'est avant tout voir des poissons âgés qui n'ont pas été pêchés. Parce que quand il y a beaucoup de pêche, on se fait pêcher tellement vite qu'on ne devient jamais vieux. C'est ça la réalité sous l'eau. Donc la taille est un facteur très important et les stéréocaméras permettent de mesurer ça. Et l'autre appareil qu'on utilise, ça s'appelle un PAM, il faudra vérifier avec Ricardo.
C'est un appareil électronique qui permet de mesurer l'état de physiologie, l'état de santé des coraux. Donc ça, c'est extraordinaire. On est en train, ça reste dans le domaine de la recherche, de l'utiliser plus ou moins pour la première fois et voir un peu ce que vont donner les chiffres. On a toujours la possibilité que ça ne donne rien. Mais si effectivement on est capable de mesurer l'état de santé d'un corail sous l'eau, alors on va générer de la donnée qui va être vraiment très très sympathique à analyser, qui va vraiment nous donner beaucoup d'informations sur le récif. Moi, je suis chercheur sur l'effet du changement climatique sur les coraux spécialement et sur d'autres organismes récifaux. Et je suis plutôt intéressé à voir l'effet de l'acidification des océans, de l'augmentation de la température et des polluants sur notre récif en Nouvelle-Calédonie. Ici, dans cette mission sur la Lys, je collabore avec le Dr Laurent Vignola pour essayer de comprendre et de faire les liens entre les poissons et les requins, par exemple, donc toute la chaîne alimentaire liée aux poissons, et les récifs coralliens. Enfin, il faut dire que s'il y a des poissons sur les récifs, c'est parce que le récif lui-même, il est en bonne santé. Et donc on essaie de faire ce lien. Et pour cela, on va sur les récifs et on fait des mesures, des recouvrements des coraux, des invertébrés, et on essaie de mesurer la santé directement des coraux avec un instrument qui s'appelle Diving Palm. Et donc, à la fin, et Laurent, dans le même temps, il fait les poissons. Donc, on essaie de lier les deux domaines, donc coraux et poissons, voir s'il y a une relation entre les deux, et donc estimer, sur la base de ces paramètres, si les récifs sont en bonne santé ou pas. Je travaille ici dans cette croisière avec un outil assez particulier, il s'appelle Diving Palm. Cet instrument envoie une flash de lumière saturante. Cette lumière est reçue par les oxyantelles, donc le chlorophylle. Il est utilisé pour produire du sucre, pour faire la photosynthèse, et une partie retourne vers l'instrument. Et la différence entre la lumière utilisée et reçue par l'instrument donne une valeur. Et cette valeur, on l'utilise pour dire si la photosynthèse marche bien ou marche mal. Il y a un stress, par exemple, un stress thermique, donc une augmentation de température, et les coraux, ils vont tout d'abord diminuer leur efficacité photosynthétique, donc ils produisent moins de sucre pour l'animal, ils ont un taux de photosynthèse plus faible, et tout de suite après, les algues unicellulaires en symbiose dans les tissus sont expulsées à l'extérieur. Donc l'animal essaye de dire, ok, il y a une température trop stressante pour moi, j'enlève tous mes algues unicellulaires qui font la photosynthèse, qui donnent stress pour moi, et essaye de vivre, de continuer à vivre blanchi, complètement blanchi. Cela, ça veut dire qu'il ne peut pas se nourrir avec la lumière,
donc la photosynthèse, il peut se nourrir seulement en capturant des organismes, des planctons, des matériaux en suspension. Mais si le stress persiste, alors l'animal ne peut pas reprendre les algues unicellulaires, il reste blanchi et il va mourir. Et c'est ça qui est arrivé dernièrement, en 2008 par exemple, avec des grosses parties des récifs qui sont morts comme ça. Les écosystèmes coralliens sont sous pression anthropique, sous pression des activités humaines. Et on a une augmentation des températures globales. Et on prévoit que d'ici à la fin du siècle, on aura 2-3 degrés en plus dans l'eau. Ça veut dire que les organismes qui sont habitués à une température normale, ils vont être stressés. Les principaux facteurs de détérioration des coraux, c'est d'un point de vue général les changements climatiques et d'un point de vue local, comme par exemple ici en Nouvelle-Calédonie, ça pourrait être une pollution importante de la Grande Terre. Et on connaît des endroits où les coraux sont magnifiques, ils sont pristines, ils sont vraiment superbes et plutôt ils sont loin de la côte. Et si on va regarder dans les lagons, il y a des endroits où les coraux sont malades et sont sûrement affectés par la pollution et la présence des métaux. Par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est très important. Et donc, on peut lier ce facteur aussi de stress pour les coraux. Alors, si on parle de réchauffement climatique, moi j'aime un petit peu plus élargir ce concept à changements globaux. Ça veut dire que nous, on produit des gaz serra avec notre voiture, avec notre usine. Ces gaz, ils vont dans l'atmosphère et c'est l'effet serra. Et une augmentation de l'anhydride carbonique dans l'atmosphère, et ça veut dire un réchauffement de l'atmosphère lui-même. Donc, le réchauffement de l'atmosphère, ça se traduit à un réchauffement de la température de l'eau, mais il y a aussi un autre facteur que dans les dernières 10 années, on parle de plus en plus suivant, et c'est l'effet l'acidification des océans. En fait, l'anhydride carbonique que nous on émet dans l'atmosphère, il va être absorbé par l'océan et il va baisser le pH de l'eau de mer. Qu'est-ce que c'est le pH? Le pH, c'est une valeur qui nous dit combien de carbonate il y a dans l'eau. Si le pH devient plus faible, et ça on le voit, il commence à diminuer dans les dernières 20-30 années, cette diminution de pH, ça veut dire moins de carbonate pour les organismes qui vivent dans l'eau, et donc moins possibilité de calcifier. Vous savez bien que les coraux, ils sont des organismes calcifiants. Ils produisent la barrière coralline en utilisant des carbonates dans l'eau. Si ces carbonates ils sont plus disponibles, ils sont en diminution, on pense aussi qu'il y a aussi les récifs coralliens vont diminuer la calcification et donc être en mauvaise santé. Donc augmentation des températures, diminution des pH, font que les coraux et d'autres organismes ils pourraient bien être très affectés à l'avenir. L'utilité des récifs coralliens est énorme. Ils forment un des écosystèmes les plus importants au monde. Et ce n'est pas seulement une structure faite de carbonates, de calcium, ce n'est pas seulement comme des rochers, on ne doit pas penser ça, parce qu'ils ont différentes fonctions. La première, c'est protéger les côtes des vagues, mais la plus importante, c'est héberger un nombre d'espèces énorme. Donc les poissons en première, ils trouvent dans les récifs coralliens un habitat idéal pour se reproduire, pour être hébergés et pour se nourrir. Et donc si on a une disparition des récifs coralliens ou même une diminution de leur qualité dans notre récif, ça veut dire qu'on aura aussi en conséquence une diminution des poissons et donc des poissons qu'on peut pêcher.
Je pense que la Calédonie est bien avancée dans la protection des récifs coralliens, ça il faut dire. Et moi, ça fait en gros des années que je travaille ici et je vois vraiment des endroits magnifiques ici, très préservés. Bien sûr qu'il y a une pression humaine très forte. Et j'espère que le gouvernement est vigilant sur cette question, notamment les mines qu'on a tout au long de la côte. Il faut vraiment suivre la possibilité que cette mine peut endommager les coraux. Et je considère la Nouvelle-Calédonie comme un endroit étude parfait pour voir si les effets du changement climatique arrivent à faire ce qu'on a peur, et ça veut dire la disparition des coraux. Et d'un autre côté, il faut être vigilant parce que d'autres facteurs comme la pollution, ils peuvent interagir avec les changements climatiques et être encore pire. Donc il faut être vraiment vigilant. Donc un écosystème marin, c'est un ensemble avec des organismes vivants associés à finalement un habitat, un biotope. Et chacun a son rôle dans cet écosystème marin pour qu'il fonctionne. Ça part de l'algue qui va pousser grâce à l'énergie du soleil, le plancton, qui sont ces petits animaux microscopiques qui sont dans la colonne d'eau en plein océan, jusque tout en haut aux prédateurs apicaux, les grands prédateurs, qui sont au sommet de la pyramide trophique, de la pyramide alimentaire, qui fait que tout cet écosystème va fonctionner. Un bon équilibre d'un écosystème, c'est que chaque espèce qui assure sa fonction est présente et puisse l'assurer dans de bonnes conditions. Donc chaque espèce va être à la fois une proie, mais aussi le prédateur de quelque chose. Et donc lorsqu'un maillon commence à manquer, parce qu'il se raréfie, ou bien si ce maillon est carrément enlevé, parce que l'espèce n'est plus là et la fonction n'est plus assurée, alors on a un déséquilibre dans le fonctionnement de l'écosystème et ce déséquilibre fait que l'écosystème, à la limite, risquerait de disparaître. Alors un état de référence, c'est un récif qui est un niveau de diversité, d'abondance, de biomasse, de quantité de poissons, de qualité d'habitat extraordinairement élevée. Alors comment définir un état de référence? Donc c'est en le comparant avec ce qu'on connaît déjà. Jusqu'à maintenant, on utilisait les aires marines protégées comme état de référence parce qu'on savait que la ressource en poissons, la qualité de l'habitat était très supérieure dans les aires marines protégées que dans les zones non protégées. En allant dans ces endroits isolés, on trouve des valeurs encore supérieures. Donc je donne un exemple des requins. Les requins dans les zones habitées, on en voit une fois toutes les 5 plongées. Donc dans 20% des plongées, on observe des requins de récif en plongée. Quand on va dans les zones isolées, on observe des requins dans 100% des plongées. Et ça, c'est un état de référence. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'impact de l'homme, on devrait voir des requins à toutes ou quasiment toutes les plongées. De la même manière, l'abondance des poissons, c'est quelque chose qu'on mesure qui est très largement au-dessus dans ces zones isolées. Par exemple, les récifs de l'Astrolabe ou de Petrie, aujourd'hui au monde, on le sait, on les a mesurés en 2012, contiennent la biomasse de poissons, c'est-à-dire la quantité de poissons en kilogrammes par mètre carré de récif, qui est la plus élevée au monde par rapport aux sites qui ont été étudiés par les scientifiques. Grâce à l'étude de ces zones de référence isolées, maintenant on est capable de quantifier les impacts de manière beaucoup plus fine. Et donc effectivement, en comparant ce qu'on mesure dans ces zones isolées qui sont très peu impactées, voire quasiment pas, on est maintenant capable de mettre un chiffre sur le degré d'impact dans les zones habitées. Alors si on est dans des zones extrêmement habitées, avec des cités capitales comme Nouméa ou comme Papeete ou comme d'autres capitales du Pacifique, la dégradation est très forte. On est de l'ordre de 80-90% de dégradation. Par contre, même dans ces zones, créer des aires marines protégées, ça augmente de 30% la qualité des ressources. Donc, y compris quand on est très dégradé, la protection de l'environnement, ça a des effets bénéfiques. Il faut que les gens le sachent. Après, quand on est dans des endroits
qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie la brousse, donc des endroits où il y a beaucoup moins de population, qui sont beaucoup plus préservés, on a des degrés d'impact, mais ils sont beaucoup plus faibles. Donc on a comme ça tout un gradient entre du très impacté et du beaucoup moins impacté. Alors la Calédonie en particulier, c'est une île qui a de la chance pour plusieurs raisons, notamment il y a peu d'habitants finalement par rapport à la taille des récifs. Et donc la qualité générale de la Nouvelle-Calédonie, des récifs de Nouvelle-Calédonie, est plutôt bonne par rapport au reste du Pacifique. Ceci étant dit, l'état des ressources, l'état des récifs dans le Pacifique est très préoccupant. Et en Calédonie, ça se dégrade. Donc il ne faut pas se voiler la face. Si on ne s'en occupe pas, ça va aller de plus en plus dans le sens de la dégradation. Heureusement, en Nouvelle-Calédonie, on est un pays relativement riche, ce qui permet aux autorités d'agir sur l'environnement. Et moi, je salue les autorités de ce pays qui mettent en place des aires marines protégées en collaboration, en discussion avec les communautés rurales, avec les tribus, avec les municipalités. Et donc comme ça, on a un réseau d'aires marines protégées tout autour de la Calédonie qui se met en place sur la Grande Terre. On a la création du parc naturel de la mer de Corail, donc qui sont plutôt des zones isolées et peu utilisées par l'homme, où là, il y a des plans de gestion qui se mettent en place et qui va, je l'espère, dans le temps, protéger les récifs et les ressources halieutiques de la Nouvelle-Calédonie. Il faut bien comprendre que si on ne fait rien, à un moment donné, il faudra aller chercher des ressources halieutiques toujours de plus en plus loin et de plus en plus profond. Et si ce n'est pas protégé, on va dégrader de plus en plus loin et de plus en plus profond. Donc préservons ce qui peut l'être aujourd'hui pour atteindre un niveau de développement durable. Les grands fléaux qui menacent l'environnement et les récifs coralliens en particulier sont multiples. Et pour nous, scientifiques, c'est très difficile en fait de pointer du doigt un problème ou l'autre. Donc on peut dire que globalement, la pêche est quelque chose qui va impacter directement les ressources, mais l'urbanisation d'une manière générale, avec tout ce que ça engendre, les mines, mais le bétonnage également, qui va faire qu'il va y avoir des eaux de ruissellement, des pluies qui vont amener des particules dans le lagon, c'est tout ça qui, combiné, va créer l'empreinte de l'homme dans le lagon. La dégradation de l'environnement, à court terme, on voit une raréfaction des ressources, une destruction légère de l'habitat qui s'amplifie. Et à long terme, on a quasiment plus de poissons, on a un habitat qui est quasiment mort. Et on peut aussi obtenir ce qu'on appelle des changements de phase. Je donne l'exemple dans les Caraïbes, où à force de pêcher les herbivores, il leur a resté comme animal qui assurait la fonction d'herbivorie uniquement les oursins. Donc on avait toujours un récif corallien, avec les herbivores, c'était les oursins. Et un jour, il y a eu une maladie, et les oursins sont morts. À ce moment-là, les algues n'étaient plus broutées par les herbivores, et elles ont grandi plus vite que les coraux. Les coraux sont morts, étouffés par les algues, et on a obtenu un nouvel état, un nouvel environnement stable, qui s'appelle une algueraie. Le problème pour l'homme, c'est qu'une algueraie, c'est moins désirable qu'un récif corallien, parce que ça rend moins de services écosystémiques, comme par exemple la production de poissons pour s'en nourrir, comme par exemple la production de beauté pour plonger, pour faire du tourisme, pour, je dirais, profiter de la nature qui est autour de nous. Donc on peut obtenir à long terme, lorsqu'on dégrade l'environnement, des états stables qui ne sont pas désirables parce qu'ils fournissent des services écosystémiques beaucoup moins importants que le récif corallien qui était en place précédemment. Donc je peux donner des chiffres précis pour certains animaux. Je prends les requins. Dans les zones habitées dans le Pacifique, où on a fait 2000 plongées, 17 pays, 70 villages, on voit des requins dans 20% des plongées. Dans les zones isolées, éloignées, où il n'y a pas d'habitants, on voit les poissons dans 100% des plongées. Donc là, l'impact, il est clair, c'est 80% de chute. C'est une chute libre très grave. Pour ce qui concerne la biomasse, la quantité de poissons au mètre carré, on va observer un facteur de l'ordre de 3 à 4 fois moins de biomasse dans les endroits où il y a de l'homme par rapport à ces endroits isolés. Il faut regarder, les chiffres globaux qu'il faut regarder, ce n'est pas uniquement le degré d'impact, mais c'est la direction de l'impact. Est-ce qu'on va vers une amélioration du récif ou est-ce qu'on va vers un déclin du récif? Et là, je suis assez catégorique, on va dans le mauvais sens. Heureusement, les scientifiques, avec les gestionnaires et les politiques et les populations, connaissent des solutions. À l'échelle locale, on peut faire des choses.
ça s'appelle les aires marines protégées, et tout un tas de dispositifs législatifs qui permettent de protéger l'environnement. Après, il faut également agir à l'échelle globale. Tout le monde entend parler des conférences sur le climat, et à l'évidence, il y a des problèmes globaux qu'il faut régler. Mon métier, c'est d'alerter le politique et d'alerter la population et de produire de la nouvelle connaissance. Mais c'est clair qu'il faut que le message passe aux décideurs et qu'ils prennent les mesures qui soient les plus appropriées pour que la question environnementale soit au cœur des politiques de développement dans le futur. Donc aujourd'hui, on connaît les dégâts du développement humain sur l'environnement, donc il faut le penser, il faut penser la protection de l'environnement, de notre environnement, dans le cadre du développement de nos industries et de notre croissance. Voilà, notre émission est terminée. J'espère que ça vous a plu. Que la mission Pristine et les scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement vous auront permis de prendre conscience que notre lagon est certes une source de vie riche et diverse, mais aussi qu'il est très fragile. Alors à vous, à nous d'en prendre soin. Allez, je vous retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures avec Entre Terre et Mer. À bientôt!